Quasiment 19h sur CNews. Merci d'être avec nous pour Face à Philippe de Villiers. Cher Philippe, bonsoir. Bonsoir Elliott, bonsoir Geoffroy. Geoffroy Lejeune est avec nous comme chaque vendredi. Cher Geoffroy, bonsoir. Bonsoir à tous les deux. Philippe de Villiers, vous avez souhaité impérativement commencer cette émission par la décision du Conseil constitutionnel de censurer l'abrogation des 43 zones à faible émission, les fameuses ZFE. Il y en a 43 en France. Cette abrogation, cette suppression des ZFE avait pourtant été votée par les parlementaires, voulue par 8 Français sur 10. Marine Le Pen, justement, a parlé du Conseil constitutionnel, c'était ce matin. Écoutez. En tout cas, ils contraignent la démocratie. Enfin, je veux dire, le Parlement est la représentation du peuple français. Or, encore une fois, avec des arguments très contestables sur le plan juridique, ils contraignent... Il fait du zèle pour vous, le Conseil constitutionnel ? Oui, certainement. Ils contraignent la volonté exprimée par le peuple. C'est quand même très problématique, parce que c'est vrai sur les ZFE, c'est vrai sur le ZAN, c'est vrai sur l'immigration. Ça commence à faire beaucoup. Geoffroy Lejeune. Alors, cher Philippe, de quoi cette censure, selon vous, est-elle le nom ? D'un pouvoir en miettes. Nous avons côte à côte la République des juges et la République des commissaires. D'abord, je voudrais rendre hommage à celui qui a déposé la proposition de loi, qui a déposé l'amendement, qui s'appelle Pierre Morin, que je connais bien depuis longtemps, qui est un garçon remarquable, très courageux, très fin, très subtil. Et simplement, je voudrais dire ceci. La République des juges, ça veut dire quoi, la République des juges ? Ça veut dire que, en fait, le pouvoir judiciaire l'a emporté sur le pouvoir législatif. Là, c'est un cas d'école. Donc, les Français qui nous regardent ou qui nous écoutent peuvent se dire à quoi ça sert d'avoir un Parlement, puisqu'il n'a pas le dernier mot. Et moi, je vais ajouter, non seulement il n'a pas le dernier mot en France, mais à Bruxelles. La République des juges, c'est un conseil constitutionnel qui a été conçu par Michel Debré quand il a écrit le texte des institutions de la Ve République comme un organe d'arbitrage pour veiller à la régularité du fonctionnement des pouvoirs publics. Le Conseil constitutionnel est devenu, au fil du temps, renforcé par le pouvoir politique qui lui a donné des pouvoirs adjacents, une officine idéologique, une officine militante, une officine politique. Et donc là, voilà ce qui s'est passé. Emmanuel Macron a appelé Richard Ferrand. Vous pouvez vérifier ce que je dis. C'est facile à vérifier. Mais on peut demander aussi à Emmanuel Macron de démentir, si ce n'est pas vrai ce que je dis. Donc, Emmanuel Macron a appelé Richard Ferrand, discrètement, et il lui a dit, écoute, ça m'embête, parce que si tu ne casses pas cet amendement, ce cavalier législatif, comme on dit, on va devoir payer 4 milliards à l'Europe. Et j'arrive à la République des commissaires. La République des juges vient au secours de la République des commissaires. Donc non seulement la République des juges dévalue et destitue le pouvoir politique, ce qu'il en reste, mais la République des juges travaille pour la République des commissaires. La République des commissaires, c'est Bruxelles. En effet, vous qui êtes des journalistes curieux de tempérament, allez chercher la note confidentielle du 25 avril 2025, la note de Bercy, qui met en garde le président de la République sur le thème on a promis dans le plan de relance européen de faire les ZFE, et si jamais on ne s'exécute pas, il faudra payer une amende, il faudra rembourser 4 milliards d'euros. En d'autres termes, le pouvoir politique est nu. Le pouvoir politique prend une décision parfaitement justifiée
au regard des équilibres écologiques et aussi des équilibres sociaux. C'est-à-dire, on ne va pas demander à tous les Français qui ont une voiture ancienne de se mettre à la voiture électrique. Les Français n'ont plus d'argent. Et avec le problème de l'essence du Moyen-Orient, de moins en moins. Et on fait prévaloir, plutôt que cette pauvreté, cet appauvrissement des Français, on fait prévaloir la République des juges, la République des commissaires. Le pouvoir est en miettes, il n'existe plus. Et quand le pouvoir n'a plus le pouvoir, il n'y a plus qu'un protocole compassionnel. Je crains que l'élection présidentielle ne se déroule de la manière suivante. C'est à celui qui pleure le mieux. Étant donné que les hommes politiques n'ont plus le pouvoir, ils ont le protocole compassionnel. Ils vont sur le bord de la route, ils regardent l'hémorragie du blessé dans le fossé, qui perd son sang, et ils offrent un cachet d'aspirine en disant ça permettra quand même d'aller mieux. Et puis ils pleurent avec la famille. Ils vont sur le lieu des sinistres et ils pleurent. Ils apprennent à pleurer dès leur jeunesse, dès leur plus jeune temps, dès qu'ils sont élus. Et ils pleurent. Et c'est celui qui pleure le mieux qui sera élu. Écoutez, on aura l'occasion de reparler de ceux qui pleurent très bien, ou le mieux, dans les prochaines semaines. Non, mais je pense que vous avez compris ce que je voulais dire. J'ai bien évidemment compris. Je filais la métaphore. Philippe de Villiers, autre sujet cette semaine au cœur de l'actualité, c'est le scandale des abus sexuels et des violences dans le périscolaire. Dimanche dernier, la procureure de la République de Paris a annoncé que le parquet enquêtait sur plus de 100 établissements dans la capitale, que tous les arrondissements étaient concernés. Et cette semaine, un coup de filet visait une école maternelle dans le 7e arrondissement. Et 3 individus sont d'ailleurs présentés à un juge ce vendredi. Alerte avait été faite, pourtant depuis des années, et notamment les premières en conseil municipal, avec l'actuel maire du 6e arrondissement, Jean-Pierre Lecoq. Je vous propose cette archive, vraiment le fruit d'un débat qui est très long, donc on l'a condensé. Vous allez entendre Jean-Pierre Lecoq, M. Grégoire, qui à l'époque était adjoint à la mairie, et surtout Mme Anne Hidalgo. Vous ne pouvez, ni vous, ni votre adjointe, Mme Cordebar, ni M. Grégoire, en charge des personnels, tirer un trait sur ces affaires en considérant qu'elles sont marginales. De personnel trop souvent recruté rapidement, sans en connaître les antécédents psychiques, personnels, voire judiciaires. Aussi, Madame la maire, Mesdames et Messieurs les membres de l'exécutif, toutes les mesures sont prises au moment du recrutement pour contrôler tout ce qui est de l'ordre du contrôlable. Tout est réuni pour agir immédiatement. Et vous voudriez quoi? Qu'on vous dise quoi? Qu'on dise qu'il n'y a plus de recrutement du tout? Qu'il n'y a plus du tout de recrutement pour des personnes qui ont des relations professionnelles avec des enfants? C'est quoi le fond de votre question, hein? Geoffroy Lejeune. Alors Philippe, 2 questions. D'abord, que vous inspirent ces faits sordides et surtout, qui est responsable de quoi? Alors, il faut être très prudent parce qu'on est au tout début de la procédure. On ne sait rien de ce qui va se passer. Je dirais simplement ceci. Il y a une double responsabilité. Il y a une responsabilité judiciaire et une responsabilité politique. La responsabilité judiciaire est la suivante. Moi, j'ai été président d'un conseil général pendant 25 ans. Et tous les jours, je me posais la question avec mes collaborateurs, attention, article 40. Donc, si vous avez connaissance, leur disais-je, d'un fait délictueux ou d'un fait criminel, ou simplement d'une rumeur, il faut m'en parler tout de suite et déposer auprès du procureur de la République un document d'information. C'est-à-dire, c'est l'article 40 du Code de procédure pénale. Toute autorité constituée qui a connaissance d'un fait délictueux ou criminel doit en porter la connaissance au procureur de la République. Sinon, c'est une sanction grave, une punition, et même de la prison pour un responsable public. Donc là, pourquoi je vous dis ça? Parce que je pense que l'affaire ne va pas s'arrêter là. C'est un cordon, vous savez, un cordon de poudre qui avance. Voilà. On voit les premières fumées. Ensuite, la responsabilité politique. Le ministre
qui a instauré les 4 jours et demi. C'est Vincent Peillon. Et j'ai écouté avec bonheur cette semaine un édito de Alexis Brézé qui a mis le doigt sur le problème. En effet, avec François Hollande, Vincent Peillon, ministre de l'Éducation nationale, a décidé qu'il fallait arracher les enfants à leurs parents une demi-journée de plus, les tout petits. Et évidemment, la décision précipitée a fait qu'on n'a pas trouvé les gens et donc ça a été la pagaille. Mais ce qui est intéressant, c'est de savoir pourquoi il a fait ça, Vincent Peillon, et pourquoi la gauche a voulu ajouter une demi-journée. Parce que Vincent Peillon, dans son livre « La Révolution française n'est pas terminée », a expliqué qu'il fallait, je cite, « soustraire les enfants à leurs parents ». C'est-à-dire qu'il se réclame de Rabot-Saint-Étienne, de Danton, de Robespierre, de tous les révolutionnaires qui ont dit et redit « l'enfant appartient à l'État avant d'appartenir à sa famille ». Et donc, moi je pense, c'est l'occasion pour moi de le dire, qu'il faut permettre à chaque famille de France de choisir sa forme d'enseignement, public, privé, sous contrat, hors contrat, pour bouger le mammouth et faire en sorte qu'on puisse rebrousser chemin et dire l'inverse de ce qu'a dit M. Peillon, le révolutionnaire, l'enfant est d'abord sous l'autorité de ses parents. Philippe, vous souhaitez également apporter votre regard sur la crise entre une petite partie du monde du cinéma et Canal+. Rappelons, Philippe de Villiers, je vous vois sourire, que Canal+ a investi en 2025 dans plus de 120 films d'initiative française, soit le double de France Télévisions, ou presque 5 à 6 fois plus que Netflix. Tout part d'une tribune publiée dans Libération, où les signataires parlent d'un risque d'une prise de contrôle fasciste sur l'imaginaire collectif. Le président du directoire de Canal+, Maxime Saada, a décidé qu'il ne souhaitait plus travailler à l'avenir avec ceux qui avaient pu attaquer le groupe, recevant entre autres le soutien de Dominique Farrugia, grande figure de Canal, ou encore du maire de Cannes, David Lisnard. Je vous propose d'écouter Maxime Saada. Hier, avec Laurent et les équipes, c'est 45 films qui ont été soutenus par Canal seul en 2024. J'étais en train de dire Souleymane, c'est pas possible qu'on soit les seuls à avoir soutenu Souleymane. Et le producteur qui était à côté, très gentiment, est venu me dire, vous pouvez y aller, vous étiez vraiment seul. Vraiment seul, du début jusqu'à la fin. Et ça nous est arrivé sur Les Misérables historiquement. Et la petite dernière Arte est venue, mais je vous dis pas pour quel montant. Mais la petite dernière sans Canal, il se fait pas. Miséricorde de Guéraudy sans Canal, ça se fait pas. Je peux vous faire, voilà, les 45 films et d'autres où il y a un apport de Arte ou autre, mais tellement minime que sans nous, Canal, le film se fait pas. Et vous avez voulu revoir une archive qui a été diffusée cette semaine et qui vous fait encore une fois sourire, celle de Maurice Druon. On est en mai 1973, il est ministre des Affaires culturelles. Ceci, que l'on ne compte pas trop non plus sur moi pour subventionner par préférence avec les fonds de l'État, c'est-à-dire avec l'argent du contribuable, les expressions dites artistiques qui n'ont d'autre but que de détruire les assises et les institutions de notre société. Même si mes goûts m'y portaient, je ne trouverais pas cela loyal à l'égard de mes concitoyens. Les gens qui viennent à la porte de ce ministère avec une sébile dans une main et un cocktail Molotov dans l'autre devront choisir. Le jeune. Alors, cher Philippe, c'est une question qu'on pose pas seulement à l'ancien secrétaire d'État à la culture, mais aussi au créateur de l'œuvre artistique du Puy du Fou. Quel est votre regard sur cette tempête initiée par l'extrême gauche croisette ? D'abord, oui, Geoffroy Elliott, c'est moi qui effectivement souhaitais revoir cette archive que je connais bien, parce que je connaissais très bien Maurice Druon. Dès que j'ai été nommé secrétaire d'État à la culture par François Lothar, je suis allé voir Maurice Druon, Les Rois Maudits, l'auteur du Chant des Partisans, personnage immense. Et il m'a dit ceci, il m'a dit faites très attention,
Parce qu'à partir du moment où vous êtes entré rue de Valois, vous êtes maintenant le prisonnier des cultureux. Je dis, c'est quoi les cultureux? Il me dit, ben, vous verrez. Ce sont des assistés, c'est le ministère des pensionnés. Et j'ai toujours ça en tête. Et quand j'ai vu la réaction de Maxime Saada, dont tous ceux qui le connaissent savent que c'est un homme ponctuel, précis, honnête, droit. C'est un remarquable entrepreneur. Et moi qui connais bien Vincent Bolloré, qui se dit lui-même démocrate, chrétien, conservateur. Ça fait pas un fasciste, tout ça. À ma connaissance, aucun des deux n'a été membre d'un mouvement fasciste. Pour une raison simple, c'est le fascisme, c'est 1922 et 1930, l'Italie et l'Allemagne, ils n'étaient pas nés. Bon. Alors, je vais réagir à cette séquence de Cannes. La pétition Zappé Bolloré. Et voilà comment je réagis. D'abord, il y a la forme. Puis ensuite, il y a le fond. Dans la forme, j'ai du mal à comprendre. J'ai lu la liste des signataires, je connais très peu. Et apparemment, il y en a très peu qui sont dans le cinéma, en fait. Et il y a eu deux fournées. Il y a eu une première liste et puis une deuxième liste. Et dans la deuxième liste, ils sont maintenant 2500. C'est impressionnant, hein. 2500. Et dedans, il y a toutes sortes de gens. Il y a maquilleuses, etc. Et travailleuses du sexe. Et là, je me suis dit, la prise de risque dont vous parlez, Elliot, la prise de risque d'un contrôle fasciste de l'imaginaire collectif, peut-être que ça s'entend, pour les signataires, d'un contrôle de la part de Vincent Bolloré qui va jusqu'aux appareils génitaux du cinéma d'avant-garde. Bon, parce qu'une travailleuse du sexe dans une pétition comme ça, pourquoi? On se demande quelle est la portée symbolique, si vous me passez l'expression. Ensuite, ce que je voudrais dire dans la forme, j'ai appelé William Goldnadel, le grand avocat que vous connaissez, bien connu dans cette maison. Il m'a dit, juridiquement, c'est une injure. Mais je déconseille à Vincent Bolloré et à Maxime Saada d'aller devant la 17e chambre parce qu'il y aura toujours une explication de la part des juges pour dire que, mais non, tout ça, c'est une simple expression. Alors, sur le fond, je dirais d'abord qu'il y a le déconomètre et ensuite le trouillomètre. Le déconomètre. Qu'est-ce que reprochent ces gens-là à Vincent Bolloré, finalement? Ils lui reprochent d'être un patriote conservateur qui veut maintenir la culture française et la transmettre. En fait, ils oublient d'ajouter que Vincent Bolloré, il est donc pour la préférence nationale, en quelque sorte, c'est ce qu'ils lui reprochent. Mais ils oublient d'ajouter que eux, en matière de cinématographique, ils sont pour la préférence nationale, bien plus que Vincent Bolloré, puisque tout le système du cinéma français fait exception à l'absence de souveraineté française. C'est là, encore, c'est le dernier espace résiduel de l'exception culturelle, c'est-à-dire de la souveraineté française, c'est-à-dire de la préférence nationale appliquée au cinéma. Puisque, en fait, quand un film américain est produit, l'argent des salles arrive au cinéma français. C'est très bien fait comme système. J'ai eu à le gérer, j'en suis fier. Mais que reprocher à Vincent Bolloré d'être un patriote? Mais c'est un patriotisme au service de la création française. Ensuite, le trouillomètre. Je vais vous dire ce que c'est le trouillomètre. Ils ont une peur bleue. Ils m'en font souvent la confidence. Pourvu qu'il n'y ait pas une reviviscence des films de tradition. Parce que s'il y a une reviviscence des films de tradition, d'ailleurs, à chaque fois qu'on voit un film de grande qualité qui sort,
les salles se vident par ailleurs. Ça ne tient pas la route. Ce sont des films médiocres. Et donc, en fait, les auteurs de films médiocres ont peur des films de qualité. Et quand ils parlent de l'imaginaire français, ça me rappelle un article du Monde qui s'appelait « Le conflit esthétique », qui parlait de la cérémonie des Jeux et du Puy du Fou, et qui disait la guerre des imaginaires est lancée. Oui, la guerre des imaginaires est lancée. Et souvent, en voyant ces films médiocres, je pense aux mots de Baudelaire, qui parle de l'imagination. Et l'imagination qui dresse son orgie ne laisse qu'un récif aux clartés du matin. Et donc, la peur de ces gens-là, c'est que tout à coup, il y a un autre cinéma qui émerge. Et enfin, ce que je voudrais dire en synthèse, c'est que c'est la panique de la gauche culturelle. Parce que depuis 1945, De Gaulle leur a donné la culture et l'éducation à la gauche, et il a donné l'économie à la droite. On a vu ce que la droite a fait de l'économie, et on a vu que la gauche a calfeutré la culture. Seulement voilà, maintenant, le monopole disparaît. Il n'y a plus de monopole, il n'y aura plus de monopole. Il n'y a plus de monopole du récit, comme disent les sociologues, comme dirait Mathieu. Ils avaient le monopole du récit. Ils n'ont plus le monopole du récit. Ça me rappelle un mot de Solzhenitsyn qui disait « le système s'auto-raconte ». Or, le système ne peut plus s'auto-raconter. Pourquoi ? Parce qu'il y a le groupe Bolloré et d'autres. Il y a des chevaliers de la liberté d'expression, des capitaines d'industrie qui disent on pourrait peut-être penser différemment, on pourrait peut-être réfléchir différemment, on peut peut-être être un miroir différent du réel qu'on a sous les yeux. Oh là là, ah bon, donc le système ne peut plus s'auto-raconter. Et il y a un autre regard, un autre récit. Il y a évidemment les réseaux sociaux également. Donc il y a un récit alternatif. Toute l'histoire de cette pétition, Zappé Bolloré, c'est l'histoire de ce récit alternatif. Si vous m'autorisez à faire un petit apologue, c'est l'histoire du gars de la France insoumise qui va chez son boulanger et qui lui dit « T'as mon croissant, il est prêt ?» Oui, il donne le croissant. Il lui offre un croissant tous les matins, parce qu'il a un peu la trouille. Sauf qu'un jour, le gars de la France insoumise insulte le boulanger et lui dit « Ton croissant, il est fade, ça manque de levain de gauche, c'est un croissant d'extrême droite. » Ah bon ? Ah oui, qu'est-ce que tu lui reproches ? Oui, moi je veux un croissant islamique. Ah bon ? Bon, ben demain, pain sec. Et là, qu'est-ce que fait le gars de la France insoumise ? Il va voir Mélenchon, il dit « Pétition !» Il faut zapper le boulanger. Toute la boulangerie française est en émoi. C'est scandaleux ce qu'a fait le boulanger. Il m'a dit pain sec. Voilà. C'est un fasciste. Il y a une prise de contrôle fasciste de l'imaginaire de la boulangerie française. Voilà. Et donc, vous connaissez le film Le Zappeur Zappé ? Le Zappeur Zappé, voilà l'histoire. Elle tient en 2 lignes. C'est juste l'esquisse du scénario pour être agréé par Canal+. Vous demanderez à Maxime Saada si le film lui convient, et à ce moment-là, je développe. Le Zappeur Zappé, c'est l'histoire d'un zappeur pétitionnaire qui zappe un pétitionné. Sauf que, dans un deuxième temps, le pétitionné zappé se prend à l'idée de zapper le zappeur. Et ça donne le zappeur zappé. Écoutez, peut-être demander au CNC aussi, hein, si vous avez besoin de fonds pour ce film, Philippe de Villiers. 2 films, on continue d'en parler, et on avait tous les 3 ouvert notre émission la semaine dernière sur le film L'Abandon, avec l'émotion, tout le monde se souvient des larmes de Michael Paty, la sœur de Samuel Paty, entourée de 2400 personnes qui se sont levées au Festival de Cannes pour applaudir le film.
Je rappelle que plus de 7 Français sur 10 souhaitent que le film soit projeté, que le film est une grande réussite en première semaine. Il a réuni 2548 spectateurs, 200 000, pardon, 548 spectateurs, mais visiblement il dérange. Il dérange une partie de la classe politique et médiatique. Comment expliquez-vous, Philippe de Villiers, un tel accueil et que dissimule cette moue sceptique de la France des convenances? On a mis au milieu le journal du dimanche, c'était ce dimanche, l'abandon, le film qui dérange la gauche, que la gauche ne veut pas voir, et notamment les 2 articles du HuffPost ou encore de Libération. Philippe de Villiers. L'abandon est un titre bien choisi. On pourrait parler, en fait, quand on regarde toute la séquence, du triple abandon. Le premier abandon, c'est le thème du film, c'est l'abandon d'un homme traqué, d'un homme seul, qui n'est pas secouru, qui n'est pas écouté, qui n'est pas entendu, qui n'est pas protégé. Un homme seul face au silence de sa hiérarchie, face au silence des profs, face au silence de l'éducation nationale, face au silence de l'État, face au silence des élus, des édiles, et qui se trouve face à face avec une campagne de dénigrement extrêmement dangereuse sur les réseaux sociaux, en face d'une plainte qui est mensongère. Et cet homme seul, avec son petit marteau dans son sac à dos, il finit sur un trottoir et il écoute le slogan qu'il comprend tout de suite. Allah Akbar, Allah Akbar. Cet homme seul est décapité. Et non seulement cet homme seul est abandonné de son vivant, mais on constate quelques jours après qu'il est abandonné post-mortem. Et on le voit tous les jours. Je prends 2 exemples, 2 illustrations. La première, il devait y avoir des collèges Samuel Paty qui devaient fleurir. Le président de la République l'avait annoncé, il ne s'est rien passé. Deuxième exemple, il devait y avoir une loi, il y a eu une loi sur le séparatisme islamique. Le mot islamique est tombé, et maintenant il y a une nouvelle loi sur le séparatisme, qui est la loi qui a été développée par Bruno Retailleau au Sénat et par Nunez. C'est une loi conjointe avec un article 6 qui, en fait, n'est plus du tout là pour combattre le séparatisme islamiste, mais pour combattre l'autre séparatisme, celui d'en face. C'est-à-dire pour faire condamner ceux qui disent qu'une famille, c'est un papa et une maman, pour ceux qui disent qu'il y a trop d'immigration en France, pour ceux qui disent qu'il faut une préférence nationale, pour ceux qui sont accusés d'islamophobie, parce qu'ils critiquent la religion islamique. Voilà où on en est. Le deuxième abandon qui suit, qui s'enchaîne, c'est l'abandon de terrain, l'abandon au combat. C'est en fait l'abandon du combat contre le djihad civilisationnel. Pourquoi je parle d'abandon ? Parce que 3 ans après l'assassinat de Samuel Paty, il y a l'assassinat de Dominique Bernard. Donc, ça n'a servi à rien. Les garde-fous ont sauté. D'ailleurs, il n'y a jamais eu de garde-fous. Il n'y a jamais eu de campagne, il n'y a jamais eu de combat. Il n'y a jamais eu de cause. Alors que les services de renseignement, encore récemment, ont mis en garde le pouvoir politique devant ce qu'ils appellent le djihad civilisationnel qui a pris pour cible l'école comme espace témoin charia compatible. Je cite les services de renseignement comme espace témoin charia compatible. Et donc, en fait, il ne s'est rien passé dans le cadre de ce combat. Et le troisième abandon, c'est l'abandon de la jeunesse française. C'est l'abandon de l'école. Qu'est-ce qui s'est passé depuis mai 68 ? L'école s'est effondrée
On voit avec le problème de l'orthographe soulevé par le ministre Geffray, on voit par le problème de la lecture soulevé par le Centre national des lettres. On le voit aussi quand on voit à quel point on manque d'ingénieurs alors qu'on a une ressource à notre disposition qu'on n'a pas su explorer, qui est la géothermie, par exemple. Manque d'ingénieurs parce qu'on ne forme plus de caïds, on forme des esprits conformes. Et en fait, il y a eu 3 marches de l'estrade qu'on a descendues pour saper l'autorité magistrale. La première marche, c'est mai 68. Je me souviens de mon prof de français qui pleure et qui me dit « c'en est fini du cours magistral ». Je dis « pourquoi est-ce si grave ?» Je dis « parce que quand il n'y aura plus le cours magistral, il n'y aura plus le magistère ». Je dis « pourquoi est-ce si grave ?» Parce que bientôt on parlera non plus des professeurs, des maîtres et des élèves, mais des enseignants et des enseignés. Bien vu. Ensuite, il y a eu Giscard, René Haby, le collège unique. Là, c'est plus la fin de l'autorité magistrale, c'est la fin du mérite. Et enfin, après, il y a eu Jospin, apprendre à apprendre, l'école lieu de vie. Là, c'est la fin de la transmission. Il y a une phrase à laquelle je pense souvent et qui répond à votre question. C'est une phrase de Hannah Arendt qui dit chaque nouvelle génération d'enfants est comme une invasion barbare que les adultes se doivent de civiliser. Et puis il y a une autre phrase plus connue de Peggy qui dit « Une école ne peut pas enseigner quand une société ne peut pas s'enseigner. Une école ne peut pas enseigner quand une société a honte. » Nous y sommes. Autre sujet, Philippe de Villiers, il est 19h30 et on va se projeter dans un an. Dans un an, Emmanuel Macron aura quitté sa fonction de président de la République. Et on ne sait toujours pas qui sera le nouveau pensionnaire du palais de l'Élysée. Il se trouve que vous l'avez connu au début de sa vie de candidat et vous vouliez vous intéresser aussi à sa legacy. C'est la formule que vous avez employée en bon français la semaine dernière. Elle est de lui. Hein. Oui, bah vous l'avez prononcée vous aussi. Écoutez, vous en êtes maintenant le détenteur. De toutes les archives qu'on a pu proposer dans cette émission, celle-ci m'a le plus sidéré. Je vous propose de l'écouter. Attendez, il faut peut-être d'abord que... Avant que vous nous racontiez les coulisses, parce que vous l'avez connu. Et vous allez nous raconter les coulisses dans un instant, Philippe. D'accord, mais je ne sais pas de quelle archive vous parlez, donc je peux pas. Non, mais moi justement, parce que dans un instant, on va parler des coulisses. Bon, allons-y. Ouais. Allons-y. Non, parce que moi, ce que je voudrais vous raconter, c'est mon premier contact avec lui. Oui, parce mais... que c'est goulayant, c'est goulayant. Eh bien justement, hein avant que... Je ne sais pas pourquoi vous riez, d'ailleurs. Mais je ris parce que cette séquence, je pourrais la revoir, allez, peut-être une 10 bon, fois d'affilée. On y va. Août 2016, un certain Emmanuel Macron est reçu au Puy du Fou. Et regardez cette séquence. Il est venu, il a vu, et visiblement, ça lui a plu. Au Puy du Fou, Emmanuel Macron s'est offert un petit tour de char dans l'arène. Le tout sous le regard amusé du député européen souverainiste Philippe de Villiers. Il ira loin, selon vous? On verra. Là, je pense qu'il va devenir conducteur de char au Puy du Fou. Un ministre d'un gouvernement de gauche en visite dans le parc d'attractions vendéen, du jamais vu. Officiellement, Emmanuel Macron était venu saluer le succès du Puy du Fou. Mais de son déplacement, on retiendra surtout une phrase et un message politique. Pourquoi c'est étonnant? Franchement, vous avez une... Il n'y a jamais eu un ministre socialiste qui a visité le Puy du Fou jusque-là. Alors, vous êtes le premier. L'honnêteté m'oblige à vous dire que je ne suis pas socialiste. Je suis au gouvernement, un gouvernement de gauche. J'ai moi-même pris des initiatives politiques qui ne vous ont pas échappé, nous en avons parlé tout à l'heure. Mais, je veux dire, quelle importance? Geoffroy Lejeune. Alors, racontez-nous, Philippe, comment ça s'est passé? Mais là, vous avez que la fin, là. Mais avant, il s'est passé quelque chose qui explique cette confession. Alors, d'abord, ce que je peux vous dire, c'est que
J'étais un jour à la Rotonde, il était en bas, j'étais en haut. Il me dit, ah, venez prendre le dessert avec nous. Il était avec Brigitte. Donc je suis descendu, on a parlé, c'était très sympathique. Et puis les conversations se sont enchaînées ensuite, jusqu'à sa venue au Puy du Fou. Et dans les conversations, il y avait beaucoup de confidences. Et comme il est sur le départ, maintenant, je me sens libéré. Il n'y a plus de notion de confidentialité. Surtout que ce n'est pas méchant, ce que je vais dire. Mais c'est révélateur. Première conversation, elle porte sur sa candidature. Et il me dit, voilà, je vais quitter le gouvernement. Je serai candidat. Et moi, je lui dis, il y a beaucoup de monde dans le bourg. Et vous êtes jeune, Emmanuel, si jeune. Et vous devriez peut-être attendre le prochain coup. Et il me répond, je prends mon risque. Et cette phrase fait tilt en moi. Je me dis, mais c'est le mot d'un banquier, c'est le mot d'un trader, c'est le mot d'un croupier du casino du Touquet. Je prends mon risque. Il aurait pu me dire, je veux sauver la France. Non, je prends mon risque. Et là, je m'accuse d'avoir été naïf. Je me suis dit, tiens, c'est curieux. Il prend son risque. Au lieu de prendre la France. Ensuite, on parle de... La conversation roule sur la présidence normale. Il est obsédé par l'idée de cette présidence normale, pour reprendre le mot de son prédécesseur, François Hollande, qui s'apprête d'ailleurs à quitter. Et il me dit, quel genre de présidence faudrait-il ? Et je lui dis, il faut que le chef de l'État habite le corps du roi. Il me dit, qu'est-ce que ça veut dire ? Je dis, c'est Kantorowicz, le grand philosophe, qui dit que le chef de l'État a un double corps. Il a un corps terrestre, il a aussi un corps politique, il représente tout un peuple. Ça veut dire qu'il faut qu'il habite la fonction. Il me dit, qu'est-ce que ça veut dire, habiter la fonction ? Je dis, imperatoria brevitas, le mot des empereurs romains. Être laconique, s'entourer de mystère. Et là, je revois Brigitte qui lui prend le bras, il laisse tomber la fourchette, et elle lui dit, comme il a raison. Et lui, il reprend derrière, oui, laconique. Le chef s'entoure de mystère. Très juste. Et après, la conversation roule sur autre chose. Elle roule sur la France d'aujourd'hui. Je dis, la France, la société française est en train de... La civilisation française est en train de partir par le fond. Je dis, alors, qu'est-ce qu'il faudrait... Qu'est-ce que vous attendez-vous du futur président de la République ? Je dis, je n'attends pas... Enfin, il ne sera pas jugé sur ce qui leur a changé, il sera jugé sur ce qui leur a sauvé. Il me dit... Et dans tout ça, il y a une pierre d'angle. Oui, je dis, la pierre d'angle, en fait, elle est la suivante. Depuis le socialisme mitterrandien et la libération des capitaux, en fait, les gouvernements successifs n'ont eu qu'une idée en tête. C'est adapter la France à la mondialisation. C'est-à-dire, en fait, faire passer... C'est le primat de l'économique sur le politique. Il faut faire l'inverse. Il faut rétablir le primat du politique sur l'économique, c'est-à-dire non pas adapter la France à la mondialisation, mais adapter la mondialisation à la France. Sinon, ce sera l'hémorragie. On va tout perdre. Notre agriculture, notre industrie, notre tertiaire, nos services, etc. Et j'en arrive maintenant à ce moment où, avec Brigitte, ils ont souhaité venir au Puy du Fou. À un moment donné, au cours de la visite, et là je vais être d'accord avec votre image, il me dit, vous savez, j'étais le 8 mai à Orléans. Il dit, ah oui. Et j'ai fait un discours transgressif. Et souvent, je me dis, chacun a sa mission.
Il dit « Oh ». J'ai regardé Brigitte qui dit « Bah oui ». « Oh ». Bon. Il me dit « L'anneau, il venait d'arriver au Puy du Fou. On peut voir l'anneau ?» Je dis « Mais bien sûr. » On va voir l'anneau. Sur le petit coussin, il est là, bouche ouverte, extatique, concentré en lui-même. Pas un mot. Brigitte est juste derrière lui. Moi, je suis derrière. Il y a la presse qui attend, qui s'impatiente, toute la meute. Et à un moment donné, Brigitte lui caresse la joue. Et lui dit, ils attendent. Il se retourne, il fait face à la presse. Et là, il dit, je renonce au socialisme. Il répond à une question d'un gars de France Inter qui lui dit, êtes-vous encore socialiste? Et il dit, je renonce au socialisme. Et là, je lui glisse à l'oreille, merci Emmanuel, c'est le premier miracle de l'anneau. Mais ça a été le dernier. Force est de constater que les souhaits que vous imaginiez pour le prochain président de la République, ou les vœux que vous aviez faits n'ont pas été exaucés peut-être. Et on parlera un jour du style d'Emmanuel Macron, mais nous manque un peu de temps. Et je voudrais vraiment qu'on revienne sur le bilan, ce que vous avez appelé la formule la legacy. Et quelle analyse faites-vous des 10 années de la legacy Emmanuel Macron, Philippe de Villiers? Je pense qu'avec Emmanuel Macron, la France a perdu la maîtrise de son destin. Elle a perdu la maîtrise de ses finances publiques. Nous sommes pris dans une spirale que je qualifierais d'hélicoïdale. La dette emporte la dette, les impôts entraînent les impôts, les faillites entraînent les faillites. Nous avons un État qui est devenu un léviathan vorace et insatiable, avec un État-providence qui tourne à la folie, puisque, en fait, vous ne pouvez pas avoir un État-providence avec les frontières ouvertes. Vous ne pouvez pas accorder des avantages aux nationaux si vous en accordez aussi aux étrangers, parce qu'à ce moment-là, en accueillant la misère du monde, c'est la ruine. Si vous logez la terre entière, c'est ce qu'on fait nous aujourd'hui en France, c'est la ruine. Donc l'État-providence ne peut marcher que toute frontière contrôlée. Et ensuite, c'est la faillite de l'État profond, le contrôle, la norme. Mais ça va plus loin. Non seulement on a perdu la maîtrise des finances publiques, on est à 3 600 milliards de dettes, ça continue tous les jours. On a perdu le contrôle, la France a perdu la maîtrise de sa sécurité. C'est-à-dire qu'en fait, l'État ne fait plus ce pourquoi il a été inventé. Il a été inventé pour protéger. Il ne protège plus à l'extérieur, puisqu'il y a plus de frontières. Il ne protège plus à l'intérieur, puisqu'il y a 1500 quartiers souverains. Et regardez les mots qui ont émergé depuis que Emmanuel Macron est là. Narco-homicide, tropicalisation, sud-américanisation, mexicanisation, les sicaires, la société de vigilance. Ça veut dire, c'est à vous de vous protéger, parce que moi, je ne peux plus rien faire pour vous. C'est l'impuissance publique. Troisièmement, la France a perdu la maîtrise de sa démographie. Et ça, c'est le plus grave. Elle a perdu la maîtrise de sa natalité. Pour la première année dans l'histoire de France, cette année, le nombre des naissances est inférieur au nombre des décès. On a bazardé la matrice anthropologique que peut devenir un pays où il y a 240 000 avortements par an et qui met l'avortement dans sa constitution. Quel est son avenir? Et enfin, 500 000 migrants qui rentrent par an, carte de séjour, immigration légale.
Et puis, la dernière maîtrise qui nous échappe, c'est la maîtrise de sa souveraineté, de sa diplomatie. La souveraineté, c'est le paradigme de la conférence de la Sorbonne, quand il a dit « il faut passer de la souveraineté nationale à la souveraineté européenne ». Ça, c'est un crime. C'est une forfaiture. On ne peut pas avoir les 12 souverainetés. Une femme ne peut pas être à moitié enceinte, comme disait Marie-France Garot. Donc on n'est plus souverain. On est en fait sous clé allemande. Marché de l'électricité, euro, libre échange, Mercosur pour écouler les voitures allemandes. La préférence en matière de défense sera une préférence allemande, etc. Et enfin, on a perdu la maîtrise de notre diplomatie. Si vous regardez du côté de l'Est, on s'est engagé de manière inconcevable dans un conflit entre la Russie et l'Ukraine, alors qu'on a une amitié très ancienne avec la Russie et qu'on a coupé le gaz et le pétrole russe. Ça nous arrangerait bien en ce moment. Donc c'est une folie. Donc on a renvoyé la Russie dans les bras de la Chine. Donc on a fabriqué l'Eurasie à nos dépens. Quand vous regardez maintenant à l'Ouest, les Américains nous considéraient comme des partenaires du temps de De Gaulle, puis comme des protégés du temps de Giscard, et maintenant comme des consommables du temps de Macron. Et puis enfin, au Sud, on a été viré par l'Afrique, et le Sud global nous nargue et ne veut plus entendre parler de nous. C'est-à-dire qu'en fait, la France, avec Macron, a perdu son rang de puissance mondiale. Le maître des horloges a perdu son gousset. Vous avez dit quelque chose d'important. Vous avez dit dans la décennie macroniste, nous avons découvert des nouveaux mots. Narcomicide, mexicanisation, cartélisation. Peut-être un autre mot qu'on va découvrir ou redécouvrir, c'est le mot tribalisation. Dimanche dernier, Alexis Corbière a interpellé Jordan Bardella qui a eu le malheur d'employer le terme de tribalisation. On va l'écouter dans un instant. Pour Alexis Corbière, cet homme, il parle de Jordan Bardella, dit que ce sont des tribus qui menacent la France, point d'interrogation. Ce permanent regard raciste sur notre société est infect, dit Alexis Corbière. Écoutons Jordan Bardella. Tous les Français nous ont accordé leur confiance. Nous avons été dignes de cette confiance et nous avons pris des mesures pour changer le quotidien des gens, pour améliorer leur pouvoir d'achat, pour améliorer la sécurité. Ça va être l'un des grands enjeux de la campagne présidentielle parce qu'il n'y a plus un seul endroit en France où les Français sont protégés de la tribalisation de notre pays, de la montée de l'insécurité, des agressions, des cambriolages, des menaces sur le peuple français. Et nous sommes en ordre de bataille pour préparer la prochaine campagne présidentielle. Geoffroy Lejeune. Alors Philippe, est-ce que selon vous cette expression est exagérée ou bien est-ce qu'elle reflète une dérive de la société française ? Pour vous répondre, il faut se poser la question suivante. Il faut définir la tribalisation. La tribalisation, c'est le contraire de la civilisation. La civilisation, c'est un état social dans lequel celui qui arrive au monde s'aperçoit très vite que ce qu'il peut apporter de nouveau est infiniment moins subtil que ce qu'il va trouver à son arrivée malgré lui. Or, nous sommes en train de basculer dans un état social inverse. Nous sommes entrés dans un monde post-historique, dans un monde de l'inconsistance où le temps long est grignoté, effacé par le caprice fugitif de l'ilimitation marchande. Nous sommes entrés dans un monde où on veut greffer une nouvelle mémoire sur l'ancienne, la transmémoire. Nous sommes entrés dans un monde où le peuple est dépossédé, où nous vivons l'expropriation mémorielle. La tribalisation menace un peuple quand il n'a plus l'appétit de vivre et qu'il confie la fabrication d'enfants à des peuples étrangers. La tribalisation menace un peuple qui n'a plus la force de se reproduire, de reprogrammer la vie. La tribalisation menace un État qui se retourne contre lui-même, qui pratique la honte pour ses petits, pour ses enfants, et qui leur interdit le droit à la continuité historique, c'est-à-dire le droit d'aller chercher dans les siècles passés les mélodies manquantes. La tribalisation, c'est quand on a peur de sortir de chez soi, le jour, la nuit, et quand on a le sentiment que tout un pays est devenu un coupe-gorge. La tribalisation, c'est des mères qui pleurent, toutes seules, leur enfant, leur mari.
Harmonie Comines, qui pleure, le gendarme Comines, la mère d'Elias, la mère de Philippine, la mère de Matisse, la mère de Lola. La tribalisation, c'est qu'en fait, on est dans une société explosée en tribus, en ethnies, en clans. Et qu'on ne raisonne plus en termes de nation. Comme disait Bainville, la France, c'est mieux qu'une race, c'est une nation. C'est-à-dire de destin commun. Et moi, je pense, en cet instant, à la jeunesse de France. La jeunesse de France, on ne lui parle plus de la France. On ne lui demande plus de l'aimer. Et moi, je dis à cette jeunesse errante, une nation, ce n'est pas seulement une mémoire, un art de vivre, une langue, c'est aussi une tonalité de l'âme. Alors, jeunes gens, jeunes Français, je vous en supplie, revendiquez la France. Demandez qu'on vous la raconte. N'acceptez jamais qu'on la défigure. Et allez la chercher, pendant qu'il en est encore temps, là où elle existe encore. C'est justement à ces Français, et tous les Français qui nous regardent, bien sûr, mais vous souhaitez vous arrêter un instant sur des marcheurs, 20 000 fidèles, qui vont prendre la route ce week-end, Philippe de Villiers, pour le pèlerinage de Chartres. Et vous souhaitez vous adresser, et ce sera l'objet de votre apologue, dire un mot aux 20 000 jeunes Français qui seront demain matin à Notre-Dame de Paris pour partir en direction de Chartres. Oui, demain matin à l'aube, ce sont 20 000 jeunes Français qui vont se lancer sur la route de Chartres et qui vont mettre leurs pas, leurs fatigues, leurs invocations, leurs éblouissements dans ceux de leurs glorieux prédécesseurs et notamment de leur aîné qui a ouvert la voie, qui a frayé la voie au début du XXe siècle, qui s'appelait Charles Péguy. Ça nous ramène à la Pentecôte 1912. Charles Péguy accomplit son vœu. Il vient d'apprendre que son fils est entre la vie et la mort. Alors il prend sa gourde, il se jette sur la route de Chartres depuis Paris, en espérant que son vœu sera exaucé pour la guérison de son fils, de son enfant. Il prend le chemin de supplication et il note sur la route qu'il appelle la porte étroite, il note quelques vers, étoiles du matin, inaccessible reine. Voici que nous marchons vers votre illustre cour. Nous sommes la piétaille. Nous n'avançons jamais que d'un pas à la fois. Que d'un pas à la fois. C'est ce que je souhaite à ces jeunes gens qui vont partir demain matin, depuis Paris jusqu'à Chartres, en formulant un souhait. Que ce pèlerinage, entre les deux flèches crénelées de Notre-Dame de Paris, de Notre-Dame de Chartres, vous arrache un instant à la gangue terrestre, entre les livres universels d'enluminure immémoriale, qui s'élance vers le ciel en un cantique d'allégresse, que chaque pas, que chacun de vos pas vous ramène à la France des prospérités de l'âme, là où les pensées, les travaux de la pensée s'habillent de lumière séraphique, là où l'éloquence des pierres s'élève à force de liberté. Alors demain, vous allez pérégriner pendant 3 jours au cœur du mystère d'un vieux peuple fatigué. Vous allez mettre vos pas dans les pas
des humbles pèlerins qui, depuis des siècles et des siècles, comme vous, mais il y a fort longtemps, ont marché pour sauver une civilisation. Et quand vous apercevrez au loin, là-bas, la flèche, la fameuse flèche de Chartres, par-delà les meules et l'océan des épis verts, qui sont autant de promesses, de moissons à venir, je vous souhaite de découvrir le nombre d'or d'un vieux peuple croisé qui donna des ailes à la pierre. C'est un souffle d'une esquisse poésie qui vous envahira. Mais n'oubliez jamais ceci. Dans chacune de vos fatigues, sur la route, il y a une charge morale. Vous êtes la relève. Vous êtes la relève des petites lucioles à la sortie du catacombe dans notre crépuscule. Vous êtes la France des exaucements. Vous êtes la France des relèvements. Vous êtes une France qui a retrouvé le dépôt millénaire. Alors vous pouvez répéter avec Peggy. 2000 ans de promesses ont fait de cette terre un réservoir sans fin pour les âges nouveaux. 1000 ans de votre grâce ont fait de ces travaux un reposoir sans fin pour l'âme solitaire. Eh bien, un grand merci, Philippe de Villiers. Je précise simplement, parce que je ne veux pas donner le mauvais point de départ aux fidèles et aux marcheurs. J'ai dit Notre-Dame, c'était Saint-Sulpice pour le pèlerinage de Chartres. Un grand merci, Philippe. Dire aux téléspectateurs que tout au long du week-end sur CNews, nous suivrons attentivement le pèlerinage de Chartres. Pèlerinage que vous avez déjà fait, Geoffroy Lejeune. Quand j'étais petit. Bien sûr, mais que vous avez accueilli les fidèles lors de la première année. Vous avez distribué le JDD, Absolument. Si mes souvenirs sont bons. Un grand merci. Philippe de Villiers est resté. À la semaine prochaine, bien évidemment. Merci beaucoup. Merci Geoffroy Lejeune. Et nous, on se retrouve dans quelques instants.